La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, nous explorons aujourd'hui la cybersécurité, le monde de la cybersécurité avec un invité qui a la tête dans les étoiles parce qu'il lance des satellites. Aussi, il a les pieds sur Terre à Genève où se trouve le quartier général de son entreprise, Wisky, qu'il a fondé en 1999. Une entreprise aussi active dans le luxe, c'est possible. Il nous dira comment. Dernier épisode de la saison avec notre invité Carlos Moreira. Bonjour Carlos Moreira. Bonjour, plaisir d'être Merci. ici avec vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Une longue carrière dans la cybersécurité. Alors, on va juste commencer par les débuts. Vous avez commencé votre carrière aux Nations Unies en tant qu'expert. C'était en télécommunications et sécurité de réseau. Vous y entrez, c'était en 1983, soit 6 ans avant l'invention du World Wide Web. À quoi ressemblait votre métier avant le 3W ? Voilà, le web a été inventé à Genève. Alors, nous, on a participé à cette découverte qui a été faite par les CERN à l'époque, car les Nations Unies ont partagé les mêmes centres de données. Et à cette époque-là, avant les web, on utilisait les Gopher, des systèmes très primitifs aujourd'hui, qui allaient à une vitesse très réduite, mais qui avaient les mêmes problèmes de sécurité, de cybersécurité qu'on a aujourd'hui. Le web, c'était un connecteur des machines, il connecte les ordinateurs entre elles, mais pas les personnes. Le web, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est une personne. On avait cette cartoon à l'époque qui disait The web doesn't know that you are a dog, avec une fameuse photo à l'époque. Alors nous, on faisait le nécessaire pour rendre l'infrastructure sécurisée et éviter des hackings déjà à l'époque. Vous dites que vous participez à ce travail sur cette découverte. Comment ? Non, je n'ai pas participé à la découverte, mais de loin, vous étiez dans cet environnement. Les Nations Unies étaient les nodes. Le web avait commencé à développer des nodes, et les nodes de Genève, c'était le numéro 1. Ça veut dire que c'était un test base, et c'est là que toute la technologie avait été testée avant que les universités et tous les autres nodes à niveau mondial se sont connectés. Est-ce que vous avez rencontré Tim Berners-Lee, Oui, bien sûr. L'inventeur du 3W au CERN, justement? Je l'ai connu à l'époque et je l'ai connu plus tard au WEF, au World Economic Forum. On a participé dans des conférences ensemble et puis on se connaît très bien, bien sûr. Vous avez discuté ensemble de l'implantation du web. Combien de temps ça a pris dans votre secteur quand le web est arrivé? On parle de 6 mois, une année? C'était très rapide car c'était tellement facile de connecter les ordinateurs. C'était tellement décentralisé. À l'époque, c'était les gros... players type IBM et autres qui détenaient les monopoles du marché. Et le web a complètement démocratisé l'Internet. À l'époque, c'était l'ARPANET, Internet très militaire, très fermé. Le web a décentralisé totalement l'infrastructure. Et Genève, en étant pionnier, aujourd'hui, le problème que Tim Berners-Lee dit que malheureusement, son invention a mal tourné, car ce sont les monopoles type Facebook et autres qui sont fait vraiment de l'argent avec le web. Pas lui, il n'a rien gagné. Bien sûr, il qui reprennent le contrôle du web. Voilà, ça veut dire le web. Si à cette époque-là, on aurait réfléchi un peu plus de l'architecture et surtout si on aurait eu les supports politiques à Genève, de les garder à Genève, on serait peut-être Facebook serait à Genève et pas aux États-Unis. On a raté cette révolution car on comprenait pas les conséquences extraordinaires qui ça allait amener. Dans le cadre de votre poste pour les Nations Unies, vous avez voyagé dans plus de 160 pays. Il y en a 2, vous êtes resté un petit peu plus longtemps que les autres. Il y a l'Australie et la Thaïlande. Où est-ce qu'on en était avec le développement du web par rapport à la Suisse à la même époque? Alors, une des choses qu'on a découvert dans le web à cette époque-là, que les données qui se trouvent à Genève, il a beaucoup de données. Les gens ne se rendent pas compte, mais Genève, c'est une base de données gigantesque. L'OMS, des données de la santé, l'Organisation mondiale du commerce et des commerces, l'ANPI de la propriété intellectuelle, l'UIT des télécommunications. Et ces données sont concentrées à Genève. Et à l'époque, il n'y avait qu'une élite qui pouvait accéder à ces données, car on les connectait avec des terminaux très chers et les connexions, ce n'était pas très bonnes.
Le web a décentralisé ces données. Alors, mon travail, c'était d'aller pays par pays avec un laptop, un ordinateur à l'époque, un IBM, et montrer aux pays comment ils pouvaient accéder à Genève. Donc en Australie, en Thaïlande, on pouvait facilement aller se connecter. Oui, mais même en Afrique, disons, ça, ce sont des pays déjà développés, mais on allait à Angola, on allait à Zambie, et on connectait ces pays à Genève, à travers le web, et ça révolutionnait complètement tous les secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la presse. Tout d'un coup, il avait des informations qui arrivaient dans des pays qui jamais ils avaient eu accès à cette information. Beaucoup comparent la bulle Internet au développement de l'IA aujourd'hui. Vous comprenez cette comparaison? Vous la confirmez? Non, je ne la confirme pas, car aujourd'hui, même s'il y a quand même une spéculation qui se fait, les compagnies sont beaucoup plus solides, hein, les compagnies sont beaucoup plus importantes. À l'époque, c'était tous des startups, c'était des compagnies qui sont profitées de cette découverte gigantesque qui était le web, pour développer des sites web un peu pour n'importe quoi, sans aucun business plan, sans aucune substance. Puis ces compagnies, bien sûr, sont tombées en faillite quelques mois plus tard, une fois que les dot-com collapse de l'année 2000, de l'année 2000 est arrivé, et puis tout d'un coup on s'est rendu compte que c'était pas tellement facile de développer une compagnie internet. Il fallait beaucoup plus de substances qu'on n'avait pas à l'époque. Aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui le problème qu'on a, c'est plutôt un problème des monopolisations de l'AI, car l'AI se concentre sur les 7-8 compagnies qui sont arrivées tous à des valorisations de plusieurs trilliards de dollars. Le grand groupe américain dans l'intelligence artificielle, c'est Nvidia pour produire les puces, puis on a les voilà, ce sont les groupes qui ont les microprocesseurs pour les rendre possibles, Nvidia et autres, et aussi les compagnies qui utilisent les algorithmes pour les lancer, type OpenAI, Meta, avec les nouveaux algorithmes de Microsoft. Et ces algorithmes sont propriétaires, hein, ce pas des algorithmes qu'on peut ramener à un niveau mondial. Alors ça va contre la philosophie du web, qui était décentralisation, tout le monde peut participer, personne n'y devrait payer pour participer, on se connecte et on reçoit des informations. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est quand même, il faut avoir des relations très solides avec ses partenaires pour pouvoir bénéficier de la même technologie qu'à l'époque, c'était gratuit. Le principal risque que vous identifiez vraiment à long terme, si on prend une période de 5-10 ans? C'est les monopoles. C'est comme on avait dans les pétroles. Hein. Une fois que le pétrole a été découvert, il y a 5 ou 6 compagnies qui sont aujourd'hui les propriétaires du pétrole à niveau mondial. Hein. Dans l'AI, c'est la même chose. L'AI, c'est les data, c'est les pétroles de l'économie digitale. Et ces compagnies, c'est l'unique compagnie qui ont des données. Il faut voir que l'AI, ça ne sert à rien si on n'a pas de données. C'est les données qui vont éduquer l'AI, qui vont permettre... des données aussi, hein. La qualité des données, et aussi des données qui se trouvent dans des silos qu'on ne peut pas accéder, qui va encore contre la philosophie originale du web, car on pouvait accéder tout et partout. Aujourd'hui, ces compagnies détiennent des données, avec ces données perfectionnent les algorithmes, et les algorithmes deviennent chaque fois plus puissants. Mais on rentre dans une philosophie des monopoles. Encore une fois, il a eu les monopoles du pétrole, et après il a eu les monopoles des telcos. Les telcos ont contrôlé toutes les communications, et après il a eu les monopoles de la social media dans les web 2.0, et dans les web 3.0, c'est les monopoles de l'AI qui pourraient éventuellement être challengés par la décentralisation. Tous les concepts blockchain, et ça c'est une mouvance aussi qui pourrait, je pense, neutraliser cette envie décentralisée. On va revenir sur le fait d'entreprendre. En 99, vous quittez ce poste aux Nations Unies, une institution que vous connaissez bien, pour créer votre entreprise, partir de zéro. Pourquoi ce choix d'entreprendre à ce moment-là ? Disons, j'ai toujours travaillé dans la technologie aux Nations Unies, mais les Nations Unies, c'est un organisme politique. Hein. Il faut voir qu'à un certain moment, quand vous voulez vraiment développer quelque chose, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez travailler dans les concepts, mais pas dans l'opération. L'opération, il faut la faire ailleurs, car après, il y a des forces politiques, les conseils de sécurité, le fait que les Nations Unies est contrôlé par 5 pays, tout ça, ça complique. Besoin d'une structure agile. Voilà, il faut sortir, il faut risquer. Moi, j'ai pris ma caisse des pensions à l'époque, hein, je l'ai investi en whisky, j'ai pris un risque important. J'ai une femme qui m'a supporté, m'a dit allez, vas-y, fais-le. J'avais déjà une grande famille. Et c'est un risque que je savais qu'elle allait marcher, car pendant ces années des Nations Unies, puisque je connais très bien la naissance du web, j'ai identifié quels pourraient être les problèmes plus tard. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, on les regardait déjà depuis l'année 2000, et on s'est rendu compte qu'il avait des choses à faire dans les privés pour résoudre ces problèmes. On y reviendra en deuxième partie d'émission, mais déjà le timing, on est en plein dans la bulle Internet au moment où vous lancez un lancement facile.
Non, c'est une naissance difficile comme toutes les naissances, mais moi, à la limite, j'avais une certaine expérience de lever des fonds, car aux Nations Unies, je levais aussi des fonds pour les Nations Unies, et je pense que c'est une des premières caractéristiques d'un entrepreneur, c'est d'avoir une connaissance forte de la technologie, mais après, il faut savoir lever des fonds, car sinon, on dépend des autres, et puis c'est très difficile de projeter une compagnie vers le futur. Alors, à l'époque, WiseKey, c'était une joint venture avec SwissKey. SwissKey, c'était une compagnie qui était formée par les banques suisses, et à l'époque, la bourse suisse. Et j'avais 70%, eux, ils avaient 30%. Alors, la philosophie, c'est d'avoir une compagnie de cybersécurité suisse avec une compagnie mondiale, avec une racine cryptographique. C'est ça qu'on avait commencé. On avait créé une racine qui a été lancée à l'époque avec l'OIT, ici à Genève, qui permettait d'établir des relations sécurisées entre le site web et les personnes. Ça s'appelle le Cryptography Root Key, c'est du PKI, Public Infrastructure. Mais voilà, on a risqué. Quand vous lancez une société comme ça, surtout si l'ambition c'est de faire quelque chose de très grand, tous les mois, vous allez prendre du risque. C'est pas, vous n'avez pas un boulot, vous n'avez pas un salaire, vous prenez des risques tout le temps. À l'époque, quels sont pour vous les modèles ou les références comme entrepreneurs qui vous ont inspiré et peut-être décidé aussi à vous lancer? À l'époque, c'était une compagnie qui s'appelait VeriSign. VeriSign, c'était les géants américains, les géants de la cybersécurité, car ils avaient développé une racine cryptographique. Et d'ailleurs, VeriSign, 6 mois plus tard, après j'ai créé WiseKey, il a rentré dans le capital de WiseKey. Alors, VeriSign a compris parfaitement comment est-ce que WiseKey complétait VeriSign. Parce que ces sociétés investissent dans votre société si vous l'amenez une solution que eux, ils n'ont pas. Sinon, on vous achète ou bien on vous détruit, la majorité des cas. Et là, VeriSign avait rentré, on avait fait un round avec l'UBS, on avait levé à l'époque 20 millions, et puis voilà, on avait lancé la société. Mais c'est un risque, entre 0 et 20 millions, c'est la traversée du dessert, on commence à brûler les réserves qu'on a, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver jusqu'à les jours que quelque chose arrive. Et ça arrive assez souvent quand même. Beaucoup de gens parlent des sociétés qui vont mal, mais il faut parler des sociétés qui vont bien, car ils ont pris les bonnes décisions. Vous faisiez partie des premiers dans ce secteur-là. C'est un avantage compétitif. Comment fait-on pour le conserver sur la durée? Alors, pas l'entreprise, mais vous-même en tant que dirigeant, comment est-ce qu'on reste dans le coup? Voilà. Disons que le problème qu'on avait en Suisse, et on l'a toujours, c'est qu'on n'a pas la culture de l'entrepreneuriat. Les jeunes sortent des universités, ils vont travailler dans les banques avec une certaine sécurité. La notion de prendre du risque, c'est pas une notion très suisse. C'est une notion américaine. Ici en Suisse, si on tombe en faillite, c'est fini. Pendant qu'aux États-Unis, vous tombez en faillite, on vous reprend tout de suite parce que votre expérience. C'est s'inspiré de ce qui se faisait là-bas. Ici, c'était difficile. D'ailleurs, WiseKey, c'était un des premiers startups. Il avait à l'époque une société Quantum, ID Quantif à Genève aussi, qui était rachetée. WiseKey, on était vraiment le deux. Alors pourquoi venir en Suisse et pas à la Silicon Valley? Non, mais ma famille, elle est suisse. Ma femme est suisse. Elle ne voulait pas surtout pas aller à Silicon Valley. Et puis, je savais que ça allait prendre beaucoup plus de temps, mais les modèles seraient beaucoup plus parfaits aussi. Car aux États-Unis, dans le moment que vous amenez une compagnie de technologie, vous devez faire des concessions immédiates. Concessions par rapport à qui va contrôler les clés, les cryptographiques. L'État américain, il est très gourmand par rapport à ça. Et qui va contrôler la société. Les VCs commencent à rentrer et à vous donner déjà des instructions comment vous devez gérer votre société. Et je voulais quand même avoir une certaine indépendance par rapport à tout ça. Et la Suisse était bien sûr l'endroit, aussi sa neutralité et autres. Et à propos de la Suisse, un bref mot pour conclure cette première partie. Vous êtes né en Espagne, mais qu'est-ce qui vous a amené à venir vous installer en Suisse? Oui, mais ça c'était beaucoup plus tôt. Je suis arrivé en Suisse, j'avais 20 ans. Ouais. Comment ça s'est fait? Mon père, il était hôtelier. Mon père gérait des hôtels en Espagne. Et je suis venu à l'époque pour étudier à l'école hôtelière. Et je n'ai pas tout aimé. J'ai commencé à faire des études d'économie. Après, je suis rentré aux Nations Unies. J'étais très jeune. J'avais 22 ans quand je suis rentré aux Nations Unies. Mais l'objectif, c'était de venir quelques 2-3 ans et repartir à travailler avec mon père. Ouais. Carlos Moreira, on l'a dit, WiseKey a été créé en 1999 à Genève. Vous en êtes le directeur. Le président aussi, d'ailleurs, l'Assemblée générale vient de se tenir. Vous avez été reconduit fin juin à la présidence. L'entreprise est assez technique. On a commencé à évoquer ce qu'elle fait en première partie. On va essayer de mieux la présenter. J'ai relevé 4 activités principales. Une qui est liée aux semi-conducteurs, une qui est liée, on l'évoque en introduction, aux satellites. Le monde du luxe et de l'art est aussi dans votre univers d'activité et de manière plus générale, les services de confiance ou de sécurité, comme on les appelle. Est-ce qu'on pourrait prendre un de ces produits ou un de ces services et, en quelques mots assez simples, expliquer concrètement
ce que WiseKey apporte comme service. Voilà, WiseKey aujourd'hui a changé par rapport à la start-up qu'on avait parlé. Aujourd'hui, WiseKey se positionne comme un holding. C'est la société qui est à Zug, le holding suisse, qui est listé dans la bourse suisse. Et WiseKey, il a des verticaux qui ont été développés. Alors, il a un pour l'industrie du luxe, mais pas que le luxe, c'est aussi pour la identification des objets. C'est de mettre des microprocesseurs, des puces électroniques dans l'intérieur d'un objet pour les rendre infalsifiables. Un sac de luxe, un vêtement de luxe. Ça peut être des montres Hublot. On a fait des milliers de montres Hublot à l'époque parce que la montre pourrait être falsifiée. Avec la technologie, c'est impossible de les falsifier. Donc la montre, elle contient... Soit la montre contient un microprocesseur, un chip, Oui. ou bien on a une carte qui va avec la montre, qui associe l'identité de la montre avec la garantie. Et ces liens-là font que la personne est sûre que la montre c'est un original et pas une copie. Et aujourd'hui, le marché des copies, c'est un marché de 2 trilliards de dollars. C'est un marché gigantesque, on copie tout. Et cette technologie permet, surtout dans l'industrie du luxe, à protéger les objets et les rendre infalsifiables. Ça, c'est une dimension. Mais les puces qu'on utilise pour ça, c'est aussi fabriqué par nous. Et ça, c'est une acquisition qu'on a fait. Après l'entrée en bourse 2016, WiseKey a racheté une société en France qui était spécialisée dans la fabrication des microprocesseurs. C'est d'ailleurs une société qui faisait les microprocesseurs à l'époque pour BlackBerry. C'est une société qui avait 300 millions de chiffres d'affaires. Les anciens, voilà. Avant l'iPhone, pour ceux qui s'en souviennent encore. Voilà. Et ces sociétés qui avaient 300 millions de chiffres d'affaires, après la chute de BlackBerry, était vraiment mal. Et je l'ai racheté pour la rendre secure avec la technologie de WiseKey. La philosophie, c'est si je rends les microprocesseurs secure avec une installation d'une crypto-clé, je pourrais utiliser les microchips pour n'importe quel objet. C'était les débuts, ce qu'on appelle des IoT, Internet of Things, l'Internet des objets. C'est combien d'employés aujourd'hui, WiseKey? On est 150 personnes, on est 100 ventes, disons, dans les payrolls. On a 100 ventes en France, on a 30 ici à Genève, et après, on a à peu près 40 personnes de plus, un peu à niveau mondial. On a au Japon, à Taïwan, et aux États-Unis. Ça veut dire que la production de ces puces, c'est celle qui occupe le plus en France, les effectifs. Voilà. Actuellement, là, parce que les microprocesseurs deviennent très, très demandés aujourd'hui. Depuis quelques années... on parlait tout à l'heure d'NVIDIA. Oui, NVIDIA, c'est des microprocesseurs, des GPUs, des processing pour l'intelligence artificielle, graphique. Pour graphique, oui. Parce qu'ils ont commencé comme ça. Ce sont des très gros microprocesseurs qui coûtent très cher. Nous, c'est décentralisation des microprocesseurs. Ça s'appelle RISC-V, c'est la nouvelle technologie des microprocesseurs. Ils sont beaucoup moins chers et plutôt de les avoir centralisés dans une data center, on les décentralise à travers la blockchain. Alors, avec la décentralisation, si on les met ensemble, ça donne les mêmes puissances et pouvoirs qu'un microprocesseur GPU et ça donne la possibilité de développer de l'AI, mais d'une façon décentralisée. Alors, c'est une bataille entre les modèles décentralisateurs et les modèles centralisateurs. Et en termes de clients, ce sont les mêmes types de clients ? Oui, non, pas toujours. Ça peut que des clients des WiseKey achètent des chips pour des produits, mais aussi achètent du CPU. Par exemple, Cisco, tous les routeurs... Cisco, donc géant de l'infrastructure. Cisco, un géant mondial, achète à peu près 10 millions de chips par année. Ils ont déjà acheté 100 millions de chips de WiseKey. On a Medtronic, une compagnie médicale, qui achète des chips. Aussi présente américaine, mais présente aussi en Suisse. Tout à fait. Et on a bien sûr l'industrie du luxe, que vous avez fait référence, mais aussi on commence avec des satellites. Maintenant, on est en train de mettre des microprocesseurs dans des satellites. Alors justement, c'est peut-être ça, mais vous coopérez aussi avec l'armée suisse. Ça fait un moment, mais il y a quelques semaines, vous avez fait une nouvelle annonce en disant que vous prévoyez la mise en orbite à l'automne donc d'un satellite de localisation et de communication qui utiliserait aussi les capacités du lanceur américain SpaceX. Qu'est-ce que c'est ce projet exactement ? Voilà, alors puisqu'on a des microprocesseurs qui sont installés dans tous les équipements, la façon la moins chère de tracer depuis l'espace ces microprocesseurs, c'est avec un satellite. Parce que sinon, on doit utiliser la 4G, la 5G, c'est très cher. Et on a investi dans une start-up en Espagne qui fabrique les satellites. Et puis Fossa System, c'est ça ? Fossa System, on a investi, on était vraiment first investor. Et la chose qu'on a fait, c'est de reprogrammer ces satellites avec notre microprocesseur pour les rendre encore plus sécures que ce qu'il était à la base. Et on a parlé avec l'armée suisse. En Suisse, on a beaucoup de montagnes, beaucoup de vallées. C'est très difficile pour l'armée de savoir où se trouvent les choses que l'armée doit contrôler. La meilleure façon de le faire, c'est de l'espace. Alors, on a commencé à parler avec eux. Ils ont beaucoup aimé l'idée, le fait qu'on est opérationnel, parce qu'on a déjà 17 satellites en espace. Ça, c'est pas un projet. Ce
sont vos propres satellites? C'est des satellites, ça s'appelle WISAT. C'est des satellites qui utilisent les microprocesseurs, l'électronique des WISeKey avec les châssis qui est fait par Fossa. Et ces satellites, c'est à nous. Ça a été lancé par SpaceX. Ça constitue une constellation qu'on appelle, qui nous permet aujourd'hui de capter à n'importe où dans le monde, ça peut être dans le milieu de la mer ou dans l'Amazone, un objet tous les 5 heures. Ça veut dire 5 heures, je peux savoir où se trouve un objet qui a un microprocesseur de WISeKey. Et l'objectif maintenant, avec la nouvelle génération qui va être lancée avec l'armée suisse, et ça c'est un satellite pour eux, c'est un satellite qu'on a construit que pour l'armée, pour que l'armée puisse tester les communications entre les satellites et une antenne qu'on va mettre à l'EPFL à Lausanne. En 2021, dans votre équipe, vous aviez recruté Pierre Maudet après son éviction du Conseil d'État genevois, mandat qu'il a retrouvé l'an passé, en 2023. En 2 ans, qu'est-ce que vous avez pu réaliser avec lui ? Pierre Maudet était le responsable des innovations. Ça veut dire toute la partie digital transformation qu'on appelle, c'est un mélange technologie et politique. Il faut voir qu'un politicien demande, par exemple, de faire une ville intelligente et après, les ingénieurs s'adaptent à la demande politique. Et Pierre, bien sûr, il avait une expérience énorme car il a dirigé des départements. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est dans le département des mobilités, entre autres. Et on a travaillé ensemble. Je le connais, Pierre, depuis longue date, depuis qu'il avait 18 ans, 19 ans. J'ai toujours apprécié son côté énergétique et la façon de faire des choses. Et on a travaillé ensemble pendant ces 2 ans, qui étaient des années de transition avant qu'il reprend le poste de conseiller d'État. Ouais. Et un politique comme ça, de ce calibre, ça ouvre des portes. Comment est-ce que... C'est une tradition en Suisse. Si vous allez Kudelski, il a des conseillers fédéraux qui sont dans les conseils. Et disons, c'est une tradition ici en Suisse, d'ailleurs. Si vous allez, tous les politiciens américains, après qu'ils sortent du poste politique, ils sont en train de faire du consulting ou dans les conseils d'administration, ou même des staffs des compagnies, surtout des compagnies qui sont en lien avec la politique. Car WISeKey vend de la technologie à des gouvernements. Ils vendent la technologie pour sécuriser des processus complexes. Et pour ça, avoir quelqu'un avec une vision politique, c'est très important. Et puis, de toute façon, c'est quelqu'un aussi qui était disponible. Il faut voir que quelqu'un avec les calibres des WISeKey, les calibres des pierres, on ne le trouvait pas tous les jours. C'était quelqu'un. Et vous saviez dès le départ qu'il retournerait en politique, ou vous pensez qu'il allait faire carrière 15 ans avec vous? Disons, notre vision, c'est pendant 2 ans de travailler ensemble. Pierre, c'est un politicien, bien sûr, qui va vouloir retourner en politique. Je savais très bien. Mais je savais très bien aussi que pendant ces 2 ans, je pourrais, à un niveau des WISeKey, établir un cahier des charges important pour travailler avec les gouvernements dans les futurs. Quelques mots sur les éléments plus chiffrés de l'entreprise. Dans votre rapport annuel, il fait état qu'en 2023, le chiffre d'affaires a progressé de 30%. Il est tout proche des 31 millions de dollars. Et la perte a diminué. Elle était de 15,4 millions contre 29 millions en 2022. Les chiffres noirs, c'est attendu pour quand pour vous? Disons, c'est pas que nous, c'est le secteur, et il a 2 philosophies. Il a la philosophie des croissances, ça veut dire investir maintenant parce que la fenêtre des tirs elle est très courte, et dans quelques années, cette technologie va être peut-être obsolète, versus une politique de réduire l'investissement et faire du chiffre noir, comme vous dites. Notre vision, car on arrive à lever des fonds rapidement et d'une façon concrète. Le WISeKey a levé 360 millions de fonds depuis l'histoire des WISeKey. Depuis les débuts, depuis 1999. Notre vision, c'était plutôt d'investir, toujours en étant très réaliste, car on ne veut pas non plus avoir des dettes. WISeKey n'a pas de dettes. WISeKey, il a 28 millions cash qu'on maintient toujours pour avoir 3 ans d'opération. Et ça nous permet de continuer à investir. Simplement, quand on parle des pertes, on dirait que la compagnie perd de l'argent. Mais non, la compagnie a développé depuis les années, on a développé 3 verticaux. On a WISeArt, dans le domaine de l'art, c'est une plateforme d'art qui explose actuellement. On a WISeSat, qui est une plateforme des satellites, qui sont des compagnies à part, qui sont reçus de l'investissement aussi, parce que Hedera, Hashgraph, c'est une compagnie suisse qui fait de la blockchain, a investi dans WISeArt et vient d'investir dans Seal Coin, qui c'est une crypto-monnaie qu'on lance d'ici à la fin de l'année, qui c'est une machine-to-machine cryptocurrency. Alors, ces investissements, bien sûr, dans les livres, montrent que c'était des pertes, mais ce n'est pas vraiment des pertes, c'est l'investissement qui vont donner une nouvelle type de chiffre d'affaires pour la suite. Et vous évoquiez éventuellement mettre aussi en bourse, séparer une de ces entités. Ça en est où, ce projet ?
Bon, on a fait déjà une, CLSQ. CLSQ, il était à l'intérieur des WISeKey. Et CLSQ, l'année passée, je l'ai mis au Nasdaq à une valorisation de 250 millions de dollars, qui était irrationnel, car la valorisation des WISeKey en bourse en Suisse, elle était inférieure en étant beaucoup plus large que la valorisation qu'on a obtenue en bourse de CLSQ. Et CLSQ, aujourd'hui, continue son schéma. Bon, il a des acquisitions qui vont se faire, il a des choses qui vont se passer autour du domaine des microprocesseurs, mais je spin-off maintenant la partie WISeSat. WISeSat commence à devenir très intéressant et on pourrait imaginer d'ici une année, 2 ans, de faire un IPO sur WISeSat. Ouais. Et puis pour terminer, l'actionnariat, vous êtes toujours le principal actionnaire, c'est le cas? Oui, je suis toujours le principal actionnaire. Avec c'est 32%, c'est juste disons, des droits de vote, hein? J'ai des types des actions A. On avait fait moi et plusieurs autres personnes détiennent ces actions A qui nous donnent cumulatif, ça va être autour des 40 et quelques pourcents, dans laquelle moi c'est 30 et quelques, ouais. Et puis, on unit les autres grands actionnaires. À un moment, il y avait aussi un Brésilien, Mario Garnero. Est-ce qu'ils sont encore dedans? Qui sont les autres grands actionnaires? Une fois qu'on a fait l'entrée en bourse, beaucoup de gens sont partis et des autres sont rentrés. Aujourd'hui, l'actionnariat, il est énorme. Il a des actionnaires, à peu près 3 ou 4 000 actionnaires. Et c'est très, très dilué. C'est très décentralisé. Il n'y a personne qui a plus de 5% de la société en dehors des... Donc, vous êtes vraiment un actionnaire important. Oui, important, ouais. Carlos Moreira, votre premier geste le matin au réveil, ce sont les emails ou la radio? Non, c'est de dire bonjour à ma femme et de prendre un café avec elle si je peux. Les enfants sont partis déjà. J'ai 6 enfants, mais graduellement, ils sont partis de la maison. Alors, ça, c'est les emails, ça vient beaucoup plus tard. Dernier geste le soir, c'est un livre ou les emails? Ça peut être email, parce que je travaille beaucoup avec les États-Unis et c'est là que les États-Unis se réveillent, surtout à Silicon Valley. Ça peut être les emails, mais j'adore la lecture aussi. Et au poignet, vous portez plutôt un Apple Watch ou pour ne pas manquer une seule incroyablement, notification? Je ne porte pas des watches, je ne porte pas des montres. J'utilise plutôt des Fitbit ou des choses de ce type-là. Ouais. Une recette de cuisine serait plutôt en ligne, sur une page ou dans un livre? J'adore innover dans la cuisine, j'adore cuisiner. Alors, je m'inspire, bien sûr, mais c'est toujours dans ma tête plutôt. Je m'inspire sur des practices et après je l'applique moi-même. Merci beaucoup, Carlos Moreira. Je vous en prie. D'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous arrivons, avant la pause estivale, au terme de cette 139e émission de B2B. Je voulais tout d'abord vous remercier de votre fidélité et puis aussi vous dire que je ne serai pas de retour dans cette émission à la rentrée. Je vais me consacrer à d'autres projets, de nouveaux projets sur Carac, bien sûr. L'émotion est là, voilà. Je voulais remercier tous les invités, toutes les invitées qui ont été avec nous tout au long de ces 3 ans. Merci également à toutes les équipes techniques, à la production de Carac, qui m'a également permis de développer ce format et qui m'a soutenu durant son élaboration. Et puis, un grand merci à vous, Frédéric Lelièvre, pour cette collaboration qui maintenant dure depuis un petit peu plus de 2 ans. Oui, merci Vincent Magnier, c'était un vrai plaisir. Je pense qu'on a eu de très bons moments. C'est bien que le B2B continue aussi, donc on aura toujours une pensée pour vous. Mission qui sera de retour à la rentrée. J'ai beaucoup appris grâce à vous. Merci beaucoup pour ça. Et puis merci à Noah, notre réalisateur du futur, qui était là depuis le début et qui continue également cette émission. Je vous souhaite un bel été et à bientôt sur Carac. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.